Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, Carmel, c'est bon, t'entends. Super. J'espère pour nos participants également. Sinon, vous pouvez le mettre sur le chat si vous avez un petit souci de... Super. C'est bon, Carmel, on peut y Super. aller. Ok, ça marche. Bah écoutez, on se donne 5 minutes pour que les dernières personnes qui veulent pas, qui doivent participer nous rejoignent. Et on commence à 16h05. À tout de suite. Rebonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Donc nous allons commencer. Si vous m'entendez, vous pouvez le mettre dans le chat. Ou, super. Donc merci pour votre patience. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et bienvenue dans ce nouveau webinaire signé ST Digital. Donc aujourd'hui, on va aller droit au but. Donc aujourd'hui, on va parler de connexion, de résilience ou de performance. Parce qu'en 2025, une entreprise déconnectée est une entreprise à l'arrêt. Nombre d'entre vous ont connu déjà des pannes de réseau dans leur entreprise, des interruptions de services ou encore des liaisons instables entre des sites. Donc aujourd'hui, ce webinaire se propose, dont la thématique est SD-WAN et haute disponibilité, comment fiabiliser vos connexions multisites. Donc le webinaire se propose de découvrir comment est-ce que cette technologie SD-WAN transforme vos infrastructures aujourd'hui.
comment vous pouvez avoir des liens toujours actifs, comment vous pouvez avoir des sites toujours joignables et surtout des équipes qui ne perdent pas de temps. Donc, notre objectif de cet après-midi, c'est de vous donner des clés afin de fiabiliser vos connexions multisites et de rendre vos systèmes d'information plus agiles, plus intelligents et surtout beaucoup plus forts. Et donc, c'est en cela que nous avons le plaisir d'accueillir Joël Nguina, notre ingénieur pré-sales, consultant senior en réseau et cybersécurité chez ST Digital. Donc, il accompagne au quotidien des entreprises dans la modernisation de leur architecture réseau, donc avec une spécialisation sur le SD-WAN sécurisé et les environnements critiques. Donc, avec lui, on va plonger dans le concret, donc des cas d'usage, des démos, des retours d'expérience, bref, tout ce qu'il vous faut pour passer de la théorie à l'action. Donc, merci à tous pour vous être connectés. Durant le webinaire, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Le consultant reviendra dessus juste à la fin de sa présentation. Et à la fin, bien évidemment, nous aurons une session de questions-réponses pour tous ceux et celles qui auront des préoccupations. Merci encore et très bon webinaire. Joël, je te laisse la parole. Merci Carmel. Bonsoir à toutes et à tous. Et encore une fois, bienvenue à ST Digital pour ce webinaire sur le SD-WAN et la fiabilisation des intercos multisites. Donc, c'est vraiment une problématique d'actualité parce que, comme l'a dit Carmel tout à l'heure, il s'agit de résilience, il s'agit de continuité de service et il s'agit d'agilité. Alors, pour ce webinaire d'aujourd'hui, nous allons commencer par une présentation de ST Digital, comme c'est de coutume. Ensuite, il y aura une introduction qui va un peu planter le décor et présenter les objectifs du webinaire. Ensuite, on va aller dans un peu plus concret en parlant du SD-WAN lui-même, les composants du SD-WAN. Quelques définitions aussi vont passer par là. Ensuite, on va décliner quelques cas d'utilisation du SD-WAN. Il y en a des milliers, hein. Donc, on va décliner quelques-uns. Alors, il y aura normalement deux démos, sinon une, en fonction du temps. On va essayer de faire très court pour que le planning tienne sur 1 heure. Alors, qui est ST Digital? ST Digital, c'est la société qui vous accompagne tous les jours dans votre transformation digitale. Et ceci en assurant une qualité de service. Et ça plante un peu, voilà. Ceci en assurant une qualité de service aux standards internationaux pour et par un groupe panafricain leader. Alors, on va voir en quoi se déclinent toutes ces choses-là. Et pour parvenir à nos objectifs, ST Digital a su regrouper ses activités en 6 lignes de service. On a la transformation digitale, on a l'infrastructure et le cloud, on a les solutions métiers, nous avons le travail collaboratif, nous avons l'adoption et la formation. J'ai gardé le meilleur pour la fin, la cybersécurité. Donc, quand on parle de groupe panafricain, c'est parce que ST Digital veut couvrir toute l'Afrique. Mais pour l'instant, nous sommes représentés en 6 filiales. On a la filiale Cameroun avec les représentations de Douala et de Yaoundé. Nous avons la filiale Togo, la filiale Congo, la filiale Côte d'Ivoire, la filiale Gabon et le Bénin. En plus, nous avons su nous entourer de partenaires à la pointe des technologies. J'ai cité Microsoft, où nous sommes Gold Platinum. J'ai cité Oracle, Jabra, Crayon, IBM, VMware, Odoo, Vim, SAP et le dernier, le tout récent, OneWeb. Et nous allons y revenir parce que nous sommes très contents de notre partenariat avec OneWeb qui nous offre, et grâce à qui on peut offrir à des zones reculées la connexion Internet haut débit en passant par le satellite, des zones où il n'y a pas moyen d'accéder à le câble. On a des satellites basse orbite, autant pour moi, qui vont permettre d'offrir, comme je l'ai dit tout à l'heure, du haut débit et à coût très, très concurrentiel. On va y revenir justement. Donc, quand on parle de nos partenaires, nous sommes aussi très fiers d'aujourd'hui
d'être le premier data center indépendant en tiers-quoi. Dans toute l'Afrique centrale, nous étions les premiers. Nous sommes jusqu'ici les seuls indépendants. Ça veut dire que nous ne dépendons pas des gouvernements. Et nous sommes normalisés TIA 942. La norme TIA 942 nous permet c'est grâce à la norme de TIA 942, on nous a sanctionnés par l'obtention de cette norme-là parce que nous avons des sources d'énergie redondantes, nous avons du support technique, un NOC et un SOC, on peut vous assurer la redondance du réseau avec une indisponibilité qui ne dépasse pas 2 heures par an. En réalité, c'est 1 heure, 2 minutes. Donc, on peut se vanter de cela. Et on a une sécurité périphérique, une sécurité d'accès grâce à la vidéosurveillance et à la biométrie. On a une autonomie énergétique de plus de 6 semaines avec nos groupes électrogènes et du solaire. On a du refroidissement chaud, des allées chaudes, des allées froides. Ça veut dire, dans nos data centers, vous avez des endroits où il fait 0 degré et vous avez des endroits où il fait 32 degrés. Tout ça dans une même salle, c'est vraiment une technologie à la pointe. Et nous avons aussi de la sécurité incendie. Derrière la sécurité incendie, il y a des tests permanents. Récemment, au data center, nous avons évalué la réactivité nous avons évalué la réactivité face à un incident énergétique et les pompiers sont arrivés. C'était vraiment très, très génial. Je vous encourage d'ailleurs à venir visiter notre data center. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous serez vraiment émerveillés. Alors, pour continuer à parler de notre partenariat, aujourd'hui, nous pouvons parler avec autorité du SD-WAN, surtout du Secure SD-WAN de Fortinet, parce que nous sommes partenaires Fortinet en tant qu'intégrateur et spécialiste dans les SD-WAN. Comme vous pouvez le voir, si vous visitez le site dont je vais présenter le lien, vous allez bel et bien voir que ST Digital a sa place en haut lieu. Donc voilà un peu, le décor est un peu planté. Si jusqu'ici vous avez des questions, vous pouvez laisser dans le chat comme a dit Carmel. Sinon, on va continuer. Alors, la suite, c'est la présentation des objectifs de notre webinaire. Je vous dis tout de suite, les objectifs, c'est commerciaux et techniques. Nous voulons vous vendre ce Secure SD-WAN de Fortinet. Et nous espérons y arriver parce que aujourd'hui, Fortinet a su, quand on parle de Secure SD-WAN, c'est parce que Fortinet a su utiliser le même châssis pour faire de la redondance des liens et en même temps la sécurité. C'est pour ça qu'on parle de Secure SD-WAN. Alors, quels sont les objectifs poursuivis? Nous souhaitons apporter un support aux décideurs IT et aux décideurs métiers face à la limite des architectures réseau interurbains traditionnels. Ça veut dire les limites du MPLS très coûteux. On connaît tous le coût de la bande passante pour le MPLS. Je ne veux pas citer de distributeur FAI. Et la latence qu'on peut observer ça et là, et aussi les indisponibilités. On a beaucoup de partenaires qui sont dans le webinaire qui peuvent en témoigner. Ce n'est vraiment pas des fois facile. On a des applications très critiques qui arrivent à être indisponibles pendant de longues durées, ce qui met en mal le fonctionnement et on ne peut pas chiffrer. Généralement, on ne peut pas atteindre les objectifs. Nous voulons donc présenter la solution Fortinet SD-WAN en tant que gage de fiabilité, d'économie et de sécurité. Et dans la fin de la présentation, nous allons mettre en œuvre cette connectivité intelligente, la dynamique et sécurisée, qui va vous permettre d'être résilient. Et la démo qu'on va faire va démontrer une limite de l'ancienne pratique. On va voir l'ancienne pratique. La limite de l'ancienne pratique était le pilotage par application. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas choisir un lien en fonction de l'application détectée. Tout était manuel. Aujourd'hui, le SD-WAN et principalement le Secure SD-WAN de Fortinet a apporté de l'automatisme dans tout ça. Alors, quelques définitions. Il faut déjà définir la sécurité. On va aller du général au particulier. La sécurité de l'information ou l'infosec, c'est la protection de l'information sous toutes ses formes, qu'elle soit numérique, qu'elle soit sur du papier, qu'elle soit sur un support, clé USB ou disque dur externe. Alors, c'est des activités qui sont menées pour la protection de l'information, vont de la prévention à la correction, en passant par la détection et des fois la dissuasion.
Alors, il s'agit aussi de classifier les informations. Dans la classification des informations, on a des informations publiques qui sont accessibles à tout le monde. On a des informations confidentielles. Quand c'est confidentiel, on va juste mettre le login mot de passe parce qu'en ce moment, le degré de criticité n'est pas très élevé encore. On a la partie secrète. En ce moment, on va mettre en œuvre le MFA, le Multifactor Authenticator. Et quand c'est top secret, on va aller vers les empreintes digitales, les empreintes d'iris. Donc voilà. Ensuite, on va parler de la sécurité du système d'information. Donc, alors, le système d'information, pour le sécuriser, il faut sécuriser tous ses composants. Ces composants sont les humains, les processus, les applications, les données et même toute l'infrastructure. On les protège contre les accès non autorisés, les modifications, les destructions et tout autre. Donc, en ce moment, il faut assurer la confidentialité. Ça veut dire que l'information n'est accessible qu'aux personnes autorisées. Il faut assurer l'intégrité. Ça veut dire que l'information ne peut pas être modifiée sans autorisation. Et ensuite, le nœud du problème d'aujourd'hui, le nœud du webinaire d'aujourd'hui, assurer la disponibilité. Alors, on peut aussi évoquer un peu de cybersécurité. Qui me tient beaucoup à cœur, c'est la protection de tout ce qui est numérique. Donc, c'est un peu la différence entre la sécurité et la cybersécurité. Donc là, on va protéger les systèmes, les infra, les données contre tout type de menaces, qu'elles soient internes, on dit menaces externes, et les menaces internes, et en ce moment, on va parler du ZTNA, qui est à la mode aujourd'hui, qui est en vogue aujourd'hui, parce que peut-être Carmel va nous organiser un autre webinaire là-dessus. Fortinet a décidé de ne plus supporter le SSL à partir de la version 7.6. Donc, il faut passer aux ZTNA. Donc, c'est très important de l'évoquer parce que la menace peut partir de l'intérieur de notre organisation. Les menaces ne viennent plus seulement de l'extérieur. Alors, voilà, quelques définitions comme ça. Alors, quand on parle donc de redondance, je disais que c'est le nœud de notre sujet d'aujourd'hui. Pour assurer la redondance depuis longtemps, on a commencé par la redondance électrique. La redondance électrique, le but était d'éviter les coupures brusques d'électricité. Pas d'éviter, éviter surtout les conséquences des coupures brusques d'électricité. Et pour les éviter, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser plusieurs sources d'énergie. Voilà, on va utiliser plusieurs sources d'énergie. Il faut pouvoir assurer l'alimentation sans interruption de notre infra. C'est de rassurer qu'il n'y aura pas l'arrêt brusque de l'infrastructure. Il faut aussi pouvoir garantir un temps de basculement instantané. Ça veut dire, si on doit partir d'une source à une autre, que ça se passe de façon vraiment très, très rapide, ultra rapide, que ce ne soit pas perceptible par l'utilisateur. Donc, il ne faut, ce qu'on protège ici, c'est l'expérience utilisateur. Il ne faut pas qu'elle ait changé. Alors, les éléments clés de la redondance électrique, c'est d'abord le fait d'avoir plusieurs blocs d'alimentation sur un serveur. Très important. Ensuite, on peut avoir une double conversion avec les UPS. Donc, la double conversion, on va voir ça dans la suite, mais on peut en parler ici. Ça veut dire il faut que l'UPS stabilise le courant et on parle de stabilisateur de courant et de régulateur de tension. Voilà les deux fonctions aujourd'hui que les UPS doivent assurer pour pouvoir rendre service à notre infra, pour pouvoir éviter les interruptions non planifiées. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut pouvoir utiliser plusieurs sources d'énergie. Si on a l'opérateur en place, il faut ajouter un générateur, il faut ajouter du soleil, des éoliennes sur d'autres cieux. Tout ça, c'est pour concourir à la redondance électrique. Après la redondance électrique, il faut pouvoir mettre en œuvre la redondance des équipements. Le but étant d'éviter les points de défaillance uniques. Ça veut dire qu'il ne faut pas, il faut toujours avoir un backup. Quand on n'a pas de backup et qu'on se retrouve avec le titulaire qui n'est plus en place, le titulaire qui est mort, le titulaire qui a une panne, tout le système va tomber. Donc, il faut pouvoir garantir la continuité de service. Il faut pouvoir garantir le basculement automatique. Là, il s'agit de configuration. On va configurer beaucoup de protocoles. Si c'est au niveau du disque dur, on connaît la technologie RAID. Pour les pare-feux, on peut faire du failover. Donc, on a deux pare-feux qui fonctionnent, mais l'un est
en master low client slave, et entre les deux, on fait du failover. On peut faire du HSLP, qui est le Hot Standing Routing Protocol, du GLBP, du ECMP, du PHP pour agréger les liens, ou alors du LACP, c'est toujours des protocoles d'agrégation de liens. Alors, on peut aussi utiliser des sites géoredondants. Là, il s'agit de pouvoir faire une redondance entre deux sites, et aujourd'hui, la norme veut que les deux sites soient distants d'environ 300, au moins 200 km. Alors, Yaoundé Douala, on sait qu'on a au moins 200 km. Du coup, si on a notre data center ici, il doit être répliqué. S'il est répliqué à Douala, on a gagné. Il est clair rare qu'il y ait coupure d'électricité en même temps à Yaoundé et à Douala. C'est vraiment assez rare. Et comme je l'ai précisé aussi un peu avant, il faut procéder à des tests de basculement réguliers, comme on l'a fait au data center avec les alertes incendie. Il faut aussi le faire au niveau réseau. Donc voilà. Alors, pour toujours assurer la disponibilité, on a mis en place ce qu'on a appelé le multi-homing. Le multi-homing consistait à utiliser plusieurs fournisseurs d'accès Internet. On pouvait avoir MTN, on a Orange, on a Camtel, qui sont sur fibre optique. Ensuite, on peut avoir du VSAT, du satellite. Aujourd'hui, nous, on a OneWeb avec le Léo. Donc, ça, c'était pour être vraiment résilient. Il s'agissait d'améliorer la tolérance aux pannes et faire du load balancing. Ça veut dire qu'on pouvait utiliser deux liens au même moment, soit 50-50, soit avec un coefficient. Là, on appelait de inequal cost à load balancing. Il s'agissait aussi d'assurer la résilience en cas de coupure d'un lien. Ça veut dire un lien se coupe. On est sûr que le deuxième va nous rendre service, même s'il n'a pas le même niveau de performance que le premier. Donc voilà. Mais tout ça marchait bien. Quand on le faisait vraiment manuellement. On pouvait faire ce qu'on appelait la route flottante. Pour ceux qui ont un peu touché à ça, la route flottante, c'était de faire deux routes, d'installer deux routes dans la table de routage, l'une ayant une distance administrative basse, c'est elle qui était préférée. On configurait une deuxième qui allait utiliser la même destination, mais avec une distance administrative un peu élevée, de sorte que quand la première tombe, c'est celle-là directement qui devient la route préférée. Ensuite, on a fait du routage dynamique avec OSPF. On a fait du BGP avec Failover. On a utilisé les outils de surveillance comme nous on les a aujourd'hui dans notre NOC data center pour surveiller le lien, si le lien, l'état des liens, si le lien est tombé, est-ce que le lien est vivant, est-ce qu'il y a, est-ce que le lien, est-ce qu'il y a floating, ça veut dire est-ce que le lien va de l'état up and down rapidement. Ensuite, il y a eu des configurations vraiment très, très complexes pour assurer le fallback. C'était vraiment assez complexe. Tout ça marchait, seulement, il n'y avait pas de prise de décision basée sur la performance. On ne cherchait pas à savoir si le lien a une latence. Est-ce qu'il y a des pertes de données? Est-ce qu'il y a des pertes de paquets? Ça, on ne pouvait pas le faire. Il n'y avait pas de choix du lien en fonction de l'application détectée. On ne savait pas le faire. Et il n'y avait pas de... Le basculement n'était pas granulaire. Donc, on basculait, c'était du tout ou rien. On ne choisissait pas de basculer à un moment donné. Non, non. On basculait vraiment tout. Et bon, on était satisfait jusqu'à ce que arrive le SD-WAN. SD-WAN est arrivé. Ça a donné beaucoup de repos aux administrateurs réseau parce que quand tu as fini de configurer le SD-WAN, tu peux aller en congé tranquillement. On va difficilement t'appeler. Il y aura difficilement des chutes de réseau. Vraiment difficilement. Voilà. Alors, on est aligné jusqu'ici, je pense bien. Alors, on continue. Le SD-WAN, Gardner dit que le SD-WAN, c'est la sélection dynamique basée sur les règles. C'est-à-dire qu'on met en place des règles et on choisit les chemins d'accès vers des applications sur plusieurs connexions WAN. Et quand on le fait, on prend en compte le chaînage de services. Voilà. Donc, c'est comme ça que Gardner définit le SD-WAN. Alors, le SD-WAN, des caractéristiques, c'est la séparation entre les liens overlay et les liens ondulés. Les liens ondulés, on va voir la définition dans la suite, mais on peut déjà le dire, les liens overlay, c'est les liens que nous-mêmes on va créer. Les liens que nous allons créer, on va ajouter une couche de sécurisée aux liens ondulés qui nous sont vendus par les FAI. Donc, on a les liens ondulés.
qui sont vendus par les FAI. On a Internet, les MPLS, c'est les plus populaires. On a les LTE aussi. Alors, quand ils nous donnent leurs liens, c'est eux qui manipulent. Et la sécurité, on ne sait pas la faire avec ces liens-là. Pour s'approprier le lien, on met en place des overlays. On va mettre des tunnels GRI, on va mettre des tunnels IPsec, on va faire du VXLAN pour pouvoir assurer la sécurité. Voilà, ça c'est une première caractéristique du SD-WAN. On a aussi le SLA dynamique, ça veut dire, grâce au SD-WAN, on va vraiment exploiter nos liens. Nos liens seront vraiment exploités, de sorte que quand le lien n'est pas suffisamment exploité, on peut décider soit de le mettre de côté, soit de diminuer la bande passante. Je prends un exemple, il est plus normal d'acheter une large bande passante pour le MPLS, sachant qu'on peut faire du SD-WAN et définir juste quelques applications critiques qui vont passer par le SD-WAN. Donc, on va prendre juste une petite largeur de tuyau. Ces applications vont s'en sortir dedans sans contention et on a fait des économies. SD-WAN aussi, je l'ai dit tout à l'heure, la politique est basée sur les applications. Donc, on a une gouvernance applicative, on a un contrôle intégré des liens. On peut faire deux types de contrôle. On peut faire un contrôle passif, un contrôle actif, et on va voir un peu à quoi tout ça retourne. Donc, voilà un peu, le SD-WAN, c'est vraiment assez révolutionnaire. Aujourd'hui, on peut dire que les IT n'ont pas dormi. Ils ont vraiment travaillé à être en paix, à être serein tous les jours. Alors, on va partager ensemble la terminologie SD-WAN. On a parlé tout à l'heure des underlays. Ce sont les liens physiques tels que la fibre optique, le câble cuivre. On a des liens Internet, les liaisons 4G, LG qui sont du LTE. On a les liens MPLS. On a le Express Route de Azure et le Direct Connect de AWS qui sont les liens spécialisés qui n'utilisent pas Internet pour interconnecter deux sites. Ils utilisent une liaison complètement privée. C'est un peu ça, le SD-WAN, le Express Route et Direct Connect sur le cloud. On a les overlays maintenant dont on parlait, qui sont les liens superposés, les liens logiques que nous-mêmes on va construire, qui vont se poser, qui vont utiliser le lien physique underlay et construire un tunnel au-dessus. Donc voilà, et dans ces cadres-là, on a les VPN IPsec, on a du VXLAN, on a le Auto Discovery VPN qui est propre à Fortinet et il a son homologue, le DMVPN, qui est propre à Cisco. On a les tunnels GRI. Donc voilà ce qui est des liens sur SD-WAN. On a aussi la notion de membres dans SD-WAN qui sont toutes les interfaces, hein, overlay ou, autant pour moi, tous les liens overlay ou underlay peuvent être des membres de SD-WAN. En réalité, ce n'est pas le lien lui-même, c'est le port qui transporte, qui interconnecte le lien avec le site distant. Et ensuite, on peut regrouper les membres en zones. Alors, les zones, c'est des regroupements logiques. Ça n'a rien de physique. Et après, on a les performances SLA qui permettent d'évaluer l'état des membres. Est-ce que le membre subit une latence? Est-ce que le membre subit une gig? Est-ce qu'il y a des pertes de paquets? Donc, voilà un peu quelques terminologies. Il y en a plusieurs, hein, on ne peut pas tout présenter, mais l'essentiel est là. Si on a compris tout ça, on est déjà candidat pour la suite. Donc, la suite, c'est quels sont les cas d'utilisation du SD-WAN? Alors, on disait tout à l'heure qu'on va essayer de faire vite hein, pour pouvoir faire une petite démo et avoir du temps pour répondre à quelques interrogations. Alors, pour répondre à ces interrogations-là, il y a toute une équipe derrière moi. Il y a l'équipe d'ECE, il y a l'équipe du Gabon, du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Congo. Tout le monde est là pour vous aider à éclaircir tout ça. Alors, quelques cas d'utilisation du SD-WAN. On a le failover automatique entre plusieurs liens. Ça veut dire on a plusieurs. Le but ici, c'est être toujours disponible. Ça veut dire on a une liaison Internet, on a une liaison MPLS. Comment on fait pour utiliser les deux liaisons au même moment de façon dynamique, sans avoir à configurer un failover manuel et aller essayer de surveiller si l'un des liens est tombé et basculer vers l'autre. Donc, ça se fait avec le SD-WAN. On a le steering application, ça veut dire
le routage intelligent par application, choisir un chemin en fonction de l'application détectée. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, le top management ne peut pas vouloir participer à une réunion en ligne. Il veut utiliser Teams, mais seulement la bande passante est occupée par d'autres choses, d'autres personnes qui sont sur YouTube ou sur Facebook. Et donc, il y a SD-WAN arrive à filtrer tout ça et accorder une bonne bande passante pour les applications critiques. Voilà. Maintenant, on a les accès aux ressources sur le cloud. Hein, ça veut dire on fait une config qui permet de diriger le trafic vers le cloud de façon sécurisée en utilisant du IPsec. Et on va ajouter du BGP parce que pour pouvoir apprendre de façon dynamique les nouvelles routes. Donc, on ne va pas attendre de connecter une route, aller l'ajouter dans notre config. Non, non, pas du tout. Et puisque le SD-WAN est basé sur le routage, donc si on apprend dynamiquement de nos routes, on peut facilement s'en sortir quand on veut choisir le meilleur chemin. Voilà. Donc, ensuite, on a la connexion aux ressources sur site, depuis le data center. Ici, c'est ce qu'on appelle généralement le DIA. Donc, on a, par exemple, c'est la pratique aujourd'hui, on a un contrôleur de domaine au siège. On a sur nos succursales, on n'a plus besoin de contrôleur de domaine, sinon des réplications de celui qui est au siège, de sorte que tout le monde s'authentifie au siège. Tout le monde passe par le siège pour s'authentifier. Et des fois, tout le monde passe par le siège pour aller vers Internet. Ça, c'est le RIA, le Remote Internet Access. Donc voilà, on a plusieurs cas d'utilisation, comme je l'ai dit. On a aussi une migration vers le SD-WAN en faisant coexister le SD-WAN et le MPLS. Donc, c'est là on essaie d'opérer une transition douce. Il ne s'agit pas de couper tout de suite la connexion MPLS. Il s'agit d'aller de façon graduelle. Et toutes ces configs-là, on peut le faire. ST Digital sait les configurer. ST Digital pourra vous accompagner si vous voulez le faire de façon sécurisée et sans qu'il y ait d'interruption de service. Donc, voilà quelques cas d'utilisation vraiment de SD-WAN. Vous aurez la présentation pour aller au bout de tout ça. Vous comprenez qu'on doit aller un peu plus vite pour pouvoir faire une petite démo, au moins une, et donner le temps pour les éclaircissements. Si c'est bon jusque-là, on passe directement à la démo. Carmel? Oui, oui, c'est bon, hein, on peut passer à la démo. D'accord. Alors, pour passer à la démo, je vais partager complètement mon écran. Alors, pour notre démo, qu'est-ce qu'on va utiliser? Pour notre démo, on va utiliser une machine Windows 11 qui sera le poste client. Et on va utiliser une VM40. Ça, c'est pour la première démo. Alors, la VM40, la voici. Si tout le monde voit mon écran, je continue. La VM40, la première des choses, puisque je suis sous une nouvelle source de connexion Internet, la première des choses, je vais aller chercher quelles sont les adresses que j'ai obtenues ici. Quelles sont les adresses que j'ai obtenues ici? Get System Interface. Alors, j'ai eu le 192.168.1.533. Je peux déjà utiliser celle-là. Donc, je viens là, ici. Bon, OK, elle n'a pas changé, c'est bon. Voilà. Donc, dans ma config, j'ai 3 ports. J'ai un port 2, qui va porter la connexion Internet. J'ai le port 1, qui est le port MPLS. On va supposer que mon FAI m'a fourni la connexion, le lien MPLS et que je l'ai connecté sur le port 1. Quand il m'a fourni le Internet, je l'ai connecté sur le port 2. Et maintenant, mon port 3, lui, me sert pour mon LAN. Alors, sur mon port 3, j'ai connecté ma machine Windows 11, n'est-ce pas? J'ai mis ma machine Windows 11 et ici, dans cette colonne-là, je vois bien que ma machine Windows 11 a pris une adresse grâce à mon Forti, parce que j'ai mis mon Forti, l'interface du port 3, comme serveur DHCP. Donc, il a donné une adresse à mon Forti.
Le port lui-même, il a une adresse 192.168.152.10. Si je viens sur ma machine Windows, je vais bien voir que c'est le Forti qui lui a donné l'adresse. Alors, ça devient petit. Si je fais IP config, voilà, il me dit bien que sa passerelle, c'est 192.168.152.10. Voilà. Maintenant, je fais quelques vérifications avant de procéder à mes manipulations. Je vais d'abord vérifier, je vais d'abord voir par où passe le ping, quelle est l'interface qui est préférée parmi les deux interfaces, parce que j'ai une interface MPLS, une interface Internet. Quelle est l'interface préférée ici? Je fais un ping vers Google. Voilà, ça passe. Pendant que ça passe, je viens vérifier par où il est sorti. Alors là, c'est le trafic local, parce que le trafic qui est généré par Forti lui-même, c'est le trafic local. Alors, il ne m'affiche rien, trafic local. Je cherche interface de sortie. Trafic local. On n'a pas vu, je vais refaire ça. Je vais faire un ping continu. Un ping continu, je vais mettre 50. Puis il va me faire avec ping 8.8.8.8. Je viens regarder. Alors, il ne m'affiche pas grand-chose là-bas. Bon, ça, c'est pas bien grave. On va bien regarder ce qui se passe. On va essayer de faire un ping vers de l'autre côté pour voir si ça traverse aussi. On va arrêter celui-ci. On va faire exec ping 192.168.52. Il avait pris quelle adresse, lui? 25. Désolé. « 25. J'ai l'impression que c'était 152. Bon, ça ne passe pas. Ça ne bascule pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais quand même faire ma config. Hein. Alors, le Forti, chaque fois que je dois faire des configurations sur un pare-feu, je fais d'abord deux choses. Je crée d'abord une route et je crée une règle de pare-feu. Ici, je suis obligé de créer deux routes statiques pour ne pas m'embarrasser avec un protocole de routage dynamique. Je suis obligé de faire deux routes statiques. Une route qui va sortir, qui va vers Internet et qui se passe par le port 1. Là, je peux dire qu'il soit dynamiquement sa passerelle puisque l'interface est en DHCP. Je laisse la distance administrative 5. Je mets à 5, je veux dire. Ça, c'est la première route. Je fais maintenant la deuxième route qui va plutôt passer par Internet. N'est-ce pas? Je lui donne aussi une distance administrative de 5. Je dis la passerelle est dynamique et c'est bon. Maintenant, je peux vérifier que mes deux routes sont vraiment prises en compte. Parce que là, si elles sont prises en compte, elles seront dans la table de routage. Pour voir ma table de routage, je fais get router, info, routing table. Voilà, là, je fais la routing table database. Et je vois bien que mes deux routes ont la même distance administrative de 5. Et la première passe par le port 1, la deuxième passe par le port 2. Donc, c'est bon, les deux routes sont installées parce qu'elles sont les SCMP, Equal Cost Multiple Routing. Et maintenant, quand j'ai fait ça, je peux venir maintenant faire une politique de pare-feu. Alors, je choisis de faire la firewall policy. Je pouvais faire autre chose, hein. Je pouvais faire autre chose, mais tout n'est pas trop compliqué. Faisons juste une simple route de pare-feu qui va dire, on peut en faire deux politiques, qui va dire que webinar 1, je vais l'appeler web 1, l'interface
ça vient du port 3. Ça peut sortir par le port 1. Je pouvais mettre les deux ports. Je pouvais mettre les deux ports 1 et 2 ici, mais ici, il faut que je vienne activer l'utilisation de plusieurs interfaces dans la visibilité des applications ici. Si je l'active ici, ça va me permettre de mettre les deux interfaces de ne plus trop souffler. Je viens donc, je reviens, je crée la règle, je dis Web 1. Alors, ça vient du port 3, qui est mon port LAN. Ça sort par le port 1 ou par le port 2. Voilà, voilà, c'est fait. Et donc, la source, je ne veux pas que je réfléchisse non plus. Je vais mettre sur toute source. Alors, chez moi, ça met Security Policy Posture Tag. C'est parce que j'ai activé le ZTNA ici. Alors, si le ZTNA n'était pas activé, on n'aura pas ce champ. La destination, je dis partout, partout. Et le service, je ne dérange pas non plus. Je choisis tous les services. All. Alors, je ne vois pas all là, voilà. All. Voilà, il accepte. Il va faire du NAT. Il va faire du NAT. Bon, le reste, je garde tel quel. Il va. Bon, voilà, il peut surveiller il peut journaliser toutes les sessions. C'est actif. C'est bon. Alors maintenant, si j'ai fait ça et que je viens ici, je peux déjà sortir d'ici. Hein. Ping-T, je peux déjà aller sur Google. Voilà, je vais sur Google. On aurait peut-être dû essayer avant de lancer la commande ping. Quand je vais sur Google et que je reviens, parce que là, il dérange quelquefois. Hein. Quand je reviens, je vais revenir. Voilà. Quand je reviens sur mon Forti, je peux déjà faire aussi un ping, puisque on va déjà vers Internet, je peux faire ping. Je vérifie un point Google parce que ça va m'aider dans la suite. .com. Ah non, désolé. Exec ping. Voilà. OK, parce qu'il fait y a la résolution, on ne pouvait pas la faire avant. Pourquoi je fais ça? J'ai envie de récupérer l'adresse de GoToMeeting que je vais utiliser tout à l'heure. GoToMeeting. Encore une fois, désolé. Exec. Voilà. Il n'a pas pu. Bon, c'est pas grave, on saura comment récupérer ça. Donc voilà, j'ai déjà configuré ça. Maintenant, il faut que je configure le SD-WAN lui-même. Donc, je viens dans Network Interface. Quand je configure le SD-WAN, la première des choses, c'est que je crée la zone. Je crée une zone. Hein, je crée une zone que je vais appeler underlay. Je l'appelle underlay web pour dire la zone underlay du webinar. Je l'ai créée. Quand je l'ai créée, je viens maintenant créer des membres et je les associe à l'interface. Alors ici, j'ai besoin de 2 membres. Underlay web, l'interface. Attention. Je crée des membres. Attention. Qu'est-ce que j'ai fait de... Un instant. Je dois venir à Network Interface. Quand j'ai mon interface là, je vais la mettre dans la zone. Non, pas dans le FortiLink. Je vais mettre dans le SD1C, la zone underlay web. Et voilà. OK. Donc, je vais vous expliquer pourquoi il y a eu une petite difficulté. Je prends le deuxième.
Je fais la même chose. Je vais mettre dans SD1. Je vais choisir un les web encore. Next. Apply. Si je reviens ici dans SD1, je vois bien ma zone là. Ma zone a les deux ports. Alors, pourquoi ce n'est pas passé tout à l'heure? C'est parce que quand vous avez déjà référencé une interface dans une règle de policy, vous ne pouvez plus l'intégrer dans le SD1. Donc, vous ne pouvez plus l'intégrer de façon usuelle. Vous êtes obligé d'utiliser la petite manœuvre que je viens de faire. Donc, quand on a créé déjà nos zones et on a mis nos ports, nos membres dans cette zone-là, il nous reste à configurer les performances, les critères de performance. Ça veut dire comment on va faire pour surveiller l'état de santé des membres. On va créer une nouvelle règle, des nouveaux critères de performance qu'on va toujours appeler SLA Web pour rester dans le webinaire. On va procéder à une tout le temps. Allô? Oui, Joël, on t'entend. Hein. Oui, oui. Actif, ça veut dire Tu nous l'équipement va entends. envoyer des balises. Oui, oui, c'est bon, je vous entends. On a été coupé un peu. Actif, ça veut dire l'équipement va envoyer des balises à des intervalles bien définis. Ensuite, on a passif qui veut dire non. Il va plutôt considérer le trafic qui traverse. Préfère passif, ça veut dire il commence par une surveillance passive avant d'aller vers la surveillance active. Donc, on va rester dans l'active, on va choisir le ping. Et généralement, on choisit quelques interfaces bien connues. Hein. Nous, on va prendre l'interface 4.2.2, 4.4.2.2. On peut ajouter, sur le DNS public de Google, on peut ajouter 4.4.2.1. Voilà, il va pinguer tout ça. Donc, on peut s'arrêter là. On peut ajouter aussi des critères de mesure du SLA. Si on veut, on applique. Donc, voilà notre règle. Quand on revient ici, on a bien notre SLA ici. Voilà. Maintenant, si on l'édite, on peut continuer. Qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire que quels sont les membres qui participent. On n'est pas obligé de dire tous les membres. On peut spécifier les membres. On peut dire, on va surveiller le membre 1 et le membre 2. Voilà. Donc, quand c'est fait comme ça, c'est bon. Hein? Et quand on revient, on voit bien que notre SLA, il est dans le ping et il fait une surveillance. On a déjà les indicateurs. Il fait une surveillance ici. Voilà, ça, c'est la deuxième chose qu'on configure. La troisième, c'est on va mettre en place deux règles. On va donc mettre en place deux règles. La première règle va dire, si tu détectes telle application, utilise tel lien. Si tu détectes telle autre application, utilise un autre lien. On est sur si on revient sur notre diapo, on est on est en train de configurer ceci. Voilà, on est ici. On est ici, on est ici. Ça veut dire, on a ce client qui est notre Windows 10 qui a le choix entre aller sur Teams ou aller sur Facebook. On va lui dire, on va dire au Forti, quand il veut aller sur Teams, utilise le port 1. S'il veut aller sur Facebook, utilise le port 2. C'est vraiment ce qu'on est en train de configurer actuellement. Je ne sais pas si vous voyez même l'écran là. J'espère bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va lui dire, c'est rule, on va dire rule web toujours. Non, bon, comme c'est le chemin critique, on va mettre le critique web. Alors, la Grèce, c'est la Grèce, on va mettre all hein, pour ne pas s'embarrasser. La destination, on va plutôt choisir l'application. Quelle application? On va choisir GoToMeeting. Ça fait GoTo. On cherche. On a GoToMeeting. On peut aussi choisir, on a dit de choisir aussi Microsoft. On fait la même chose. On cherche Microsoft.
Alors, on cherche Microsoft Office 365 Portal. La dernière, c'est Salesforce. On cherche Salesforce. Sales. On cherche. Le voilà ici. OK. Maintenant, on lui dit, fais un basculement manuel. Donc, on choisit manuel au lieu de choisir Best Quality. Fais un basculement manuel. Et quelles sont tes préférences? Bon, alors ici, nativement, la préférence va aller vers le premier port sélectionné. Donc, si on choisit d'abord MPLS, il va utiliser le MPLS. Et si on choisit d'abord Internet, il va utiliser Internet. Choisissons pour nous MPLS. Ensuite, Internet. Ça veut dire il passe par le MPLS. Si le lien MPLS meurt, ça veut dire si le lien MPLS n'est plus dans les critères de performance et en deçà des critères de performance qu'on aura établis, il bascule vers le lien Internet. Donc, on a fait cette règle-là. On vient maintenant faire la deuxième règle. On vient faire la deuxième règle ici, qui est non critique. Pour ce qui n'est pas critique, donc quand il s'agit d'aller sur Facebook, quand il s'agit d'aller sur Facebook ou WhatsApp, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser toujours les adresses de notre LAN et l'application. Si on dit va vers Twitter, on va chercher Twitter ici. Twitter, alors on a ajouté Facebook. Si c'est Twitter ou Facebook, on met Facebook, alors utilise plutôt le lien 1. Voilà. Utilise plutôt le lien 1 et voilà. On a nos deux règles qui sont déjà établies. Donc, aujourd'hui, si on revient et qu'on lui dit qu'on fait ping, qu'on fait exec ping vers facebook.com, alors, il n'arrive pas à l'atteindre. On vient regarder ici. Destination, enlevons device là. Application interface destination. OK. On va chercher Facebook. Facebook. Alors, revenons ici pour voir le forward graphique qui a été forwardé. On va plutôt venir ici. On dit ping. Attendons, vérifions encore qu'il va sur Internet. Vérifions. Un instant, ça plante un peu. Alors, qu'est-ce que l'adresse il prend? Fait donc ping vers sa passerelle d'abord. C'était plutôt 152. Attention, le lien s'est coupé. Voilà, graphique local. On voit ici que il préfère passer par le port 2. Alors, tout à l'heure,
avant ça, tout à l'heure, il passait par le port 1, n'est-ce pas? Il a fait le premier ping, passait par le port 1. Le deuxième passait par le port 2. Donc, il a choisi ça en fonction des critères SD-WAN que nous avons définis ici. Donc, si on revient voir les règles SD-WAN ici, on lui a dit, c'est vrai qu'il n'est pas allé vers Internet, mais on lui a dit, quand tu veux aller vers Facebook, utilise les ports 1 et 2. Donc, voilà. Et quand tu veux aller vers Facebook, utilise plutôt le port 2. Donc, c'est un peu comme ça que ça marche. Donc, ça a été un peu laborieux là, dû au problème de coupure de connexion de temps en temps. Ceci, il faut basculer. Quand on bascule, puisque les interfaces sont en DHCP, quand on part de mon téléphone pour la connexion du bureau, et les adresses DHCP vont changer, et du coup, il y a des petites pertes de connexion qui ont un peu déstabilisé certains fonctionnements. Donc, vous voyez que là, ils ne jouent plus Internet. Pourtant, il connaît la route. Donc voilà, il a perdu un peu la connexion, hein. Donc voilà un peu présenter quelques petites configs sur le SD-WAN. En réalité, c'est des petits soucis de connexion, sinon tout marche parfaitement. Si on vient regarder, on peut revenir ici, même si ça ne part pas, on peut revenir faire du ping vers, vers Google. Et ensuite, pendant qu'il fait son ping, on vient regarder où est-ce que le trafic va. Donc, on voit bien 16h46. Il essaie de sortir par le lien Internet. Donc, parce que la destination qu'on avait indiquée dans notre la destination qu'on avait indiquée dans notre règle SD1, c'était le 4422. Alors, il va tester, est-ce qu'il ping le 4422? S'il ne ping pas le 4422, raison pour laquelle il ne va pas, il ne sort pas. Donc, si au lieu de 4422, on vient plutôt indiquer complètement Google lui-même, n'est-ce pas? Venons sur notre règle ici, SD1 Rule. On va éditer laquelle, celle-ci, bon, celle-là, édite. Au lieu, au lieu de mettre, désolé, performance SLA, au lieu d'aller vers 4422, on va lui demander de tester avec Google. Voilà. OK. On revient faire ce ping-là. Il est en train de connaître, hein. Donc là, le ping passe. Si on vient regarder dans le forward traffic, le trafic local, on va bien voir que cette fois, il passe par Internet. C'est bien ça. Il passe par Internet. On rafraîchit. Voilà, il passe par Internet et il utilise le port 2. Alors, ça, c'est une présentation assez simple du fonctionnement du SD-WAN. Je crois qu'on va, Carmel, on peut s'arrêter là. On n'a pas le temps de faire la deuxième présentation qui aurait été, mais je peux quand même en parler un peu. Je peux en parler un peu. Donc, ce qu'on présentait, le cas qu'on démontrait tout de suite, c'est celui-ci, où
il utilise le port 1 pour aller vers Teams, il utilise le port 2 pour aller vers Twitter ou Facebook. L'autre cas qui est très utilisé dans les administrations, dans les grosses administrations, c'est avoir un siège et dans le siège, on a nos serveurs. On a peut-être l'ERP qui est sur un siège ici. Et puis, les machines qui sont dans les succursales, peut-être si c'est une banque, on a le siège ici, on a les agences ici. Tout le monde doit accéder à l'ERP qui est au siège. En ce moment, si on a deux liens, si on a un lien MPLS et on a un lien Internet, qu'est-ce qu'on fait? On utilise Internet, on met une liaison VPN site-to-site sur le lien Internet, on fait la même chose sur le lien MPLS et on choisit d'utiliser pour les applications critiques la liaison superposée sur le MPLS et on baisse le coût d'achat, d'acquisition de la liaison MPLS chez nous que FAI et on fait la même chose pour tous les sites. Donc, ça nous permet d'économiser en argent parce qu'on ne va plus acheter, on n'est plus obligé d'acheter les larges bandes passantes pour MPLS. On va dévier le trafic qui n'est pas très critique vers la liaison Internet et réserver le trafic critique pour le MPLS. Donc, le MPLS va rester pour le critique et pour les réplications. Voilà. Donc, voilà un peu la deuxième démo qu'on aurait pu faire. Mais compte tenu du temps et certaines contraintes liées aussi à l'équipement, on va la réserver pour ceux qui voudront aller plus loin, qui vont nous contacter pour des démos personnalisées. Voilà, merci beaucoup, Carmel. Je te repasse la parole. Merci beaucoup, Joël, pour cette présentation qui était juste magnifique et très dense. Merci encore pour ces explications. Je pense que chacune des personnes qui a pris le temps de te suivre de bout en bout a aujourd'hui une vision claire de ce qu'est SD1, de ce que SD1 peut apporter dans son entreprise, dans son organisation et comment est-ce qu'il peut concrètement mettre en place un certain nombre de scénarios pour pouvoir sécuriser, fiabiliser ses connexions sur des sites distants. Donc maintenant, on va passer à la session de questions-réponses. Il y a déjà quelques questions dans le chat. Donc, on a une question de M. Ndonfak qui demande qu'est-ce que l'utilisation de CQSD 140 nécessite une licence particulière. Non, pas encore. Jusqu'à aujourd'hui, si vous avez déjà la licence Forti elle-même, plus le FortiGuard, plus le support, c'est suffisant. FortiGuard est intéressant parce que c'est lui qui héberge les services. FortiGuard, c'est un service de FortiGate qui est hébergé dans des serveurs dans le monde entier. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Il contient tous les services Internet. Vous avez vu tout à l'heure, quand on cherchait WhatsApp, on a retrouvé WhatsApp. Quand on cherchait GoMeeting, on a retrouvé GoMeeting. Ça, c'est parce qu'il y a un lien avec FortiGuard. Et en plus de ça, FortiGuard héberge aussi les signatures virales. Donc, il te permet de rester sécurisé 365 jours, H24 et 7 jours sur 7. Donc, voilà. On n'a pas besoin de OK, licence merci. supplémentaire. Super, merci. Donc, pour tous ceux et celles qui veulent poser des questions, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Vous avez la possibilité, ou alors vous mettez simplement votre question dans le chat et on vous répondra également. Est-ce que quelqu'un veut poser des questions sur la présentation qui a été faite de SD1? Allô? Allô? Oui, allô, Allô? Monsieur Mbela. Bien ça. Oui, Monsieur Mbela, on vous écoute. En attendant, on ne vous entend pas, Monsieur Mbela. On va passer la parole à Monsieur Effort Brightman. Vous pouvez ouvrir votre micro Allô, et allô, poser votre bonsoir à question. tous. Est-ce que vous me suivez? Oui, là, on vous suit. Ok, j'ai une question, mais je ne suis pas trop sûr que ce soit dans le contexte. J'aimerais savoir euh, comment, c'est quoi vraiment
type de liaison qu'on peut agréger avec le SD-WAN. Je parle de liaison physique. Alors, je comprends, je lis à demi-mot la question de M. Mbela. Il veut savoir si la problématique que tout le monde pose aujourd'hui, l'utilisation, par exemple, de Starlink pour agréger à SD-WAN, oui, c'est possible. C'est possible. Aujourd'hui, on peut utiliser toutes les liaisons physiques, même si c'est du Starlink, parce que SD-WAN prévoit une technologie qu'on appelle le NAT transversal. Le NAT transversal qui va permettre il NAT d'abord le port. Ça veut dire, au lieu d'utiliser le port 50 ou 51, il va passer au port 4500, qui fait en sorte que quand on va natter à nouveau la liaison Starlink, ça va rester du 50. Bon, c'est peut-être expliqué de façon un peu brute, mais en réalité, c'est ça le NAT transversal. Il permet de protéger le paquet initial. Donc, le problème, pourquoi est-ce que les CGN, parce que qu'est-ce que fait que font la plupart des FAI, c'est du CGN. Ça veut dire que il donne la même adresse IP à plusieurs utilisateurs. Il va donner la même adresse IP à plusieurs utilisateurs et ça rend difficile la jointure directe. Ça veut dire qu'on ne peut pas joindre depuis l'intérieur. On ne peut pas joindre cette adresse-là depuis l'intérieur. Donc, pour contourner cette mesure-là, on va utiliser le NAT transversal. Je ne sais pas si je réponds à la question. S'il n'y a pas... C'est bon, ça me satisfait. S'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais enseigner parce que j'en avais deux, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, c'est bon. Par rapport au SG-WAN, exactement, est-ce que les pare-feux, par exemple, de nouvelle génération, est-ce qu'on peut les intégrer au SG-WAN? Alors, est-ce qu'on peut les intégrer au SD-WAN? J'ai peur de mal comprendre. Le SD-WAN, ce sont les ports, les interfaces. Le pare-feu de nouvelle génération, c'est simplement parce qu'on le compare avec le pare-feu traditionnel. La différence, c'est parce que le pare-feu traditionnel permettait d'inspecter les paquets sur les couches 3 et 4. Ça veut dire il basait sa décision sur les adresses IP sous ses destinations et sur les ports sous ses destinations. Donc, on était juste au niveau des couches 3 et 4 du modèle OSI. Et les pare-feux de nouvelle génération sont UTM parce qu'ils arrivent jusqu'à la couche 7. On peut déjà baser la décision sur le type d'application, sur la session. On peut baser, voilà. Donc, on arrive jusqu'à la couche 7. Maintenant, est-ce que ces interfaces-là peuvent être intégrées au SD-WAN? Bien sûr, sans souci. D'ailleurs, c'est Fortier, on appelle ça du Secure SD-WAN parce qu'il utilise le pare-feu, non seulement pour faire la sécurité, mais aussi pour configurer la technologie SD-WAN. En fait, je demande ça parce que... En fait, je demande ça parce que l'une des problématiques que j'ai par rapport à ça, c'est le problème de séparer réseau et sécurité. C'est-à-dire, le SD-WAN, principalement, c'est une technologie réseau. C'est pour améliorer les performances de routage, je ne sais pas. Mais maintenant, est-ce que activement, on peut intégrer de nouveaux pare-feux pour protéger contre les cybermenaces, par exemple? Bien sûr. Alors, je vais t'expliquer. Le pare-feu, tu as bien dit, le SD-WAN est basé sur le réseau. Mais il y a une chronologie, il y a un ordre de priorité. Si tu fais une route comme FortiGate, statique, par exemple. Oui, justement, là, on travaille sur FortiGate. Si tu fais une route statique, comme on a fait tout à l'heure, elle a la priorité sur la route SD-WAN. Si tu fais une route politique, elle a toujours la priorité sur la route SD-WAN. Et maintenant, pour que le SD-WAN fonctionne, il faut qu'il existe dans la table de routage une route valide vers la destination. Sinon, il ne fonctionnera pas. C'est pour dire que le routage a toujours le dessus sur le SD-WAN. Maintenant, la sécurité vient d'où? C'est parce que tu configures aussi tes règles de sécurité en intégrant les interfaces SD-WAN, mais tu peux définir des profils de sécurité qui vont te permettre d'inspecter le trafic. Donc, tu as un mélange entre le routage et la sécurité. Comment ça marche? Quand un pare-feu reçoit un paquet vers une destination, la première chose qu'il fait, c'est qu'il regarde dans sa table de routage vers quel port il doit acheminer le trafic.
Quand il a trouvé le port, il va laisser le soin au content processor. Parce que tout ça, le mécanisme dedans, c'est quoi? C'est parce que aujourd'hui, les équipements ont ce qu'on appelle le SPU. Et le SPU est généralement divisé en deux, un CP et un NP. Donc, le content processor, lui joue le rôle de sécurité. C'est lui qui va inspecter le paquet, tout ce qui est filtrage et tout le reste. Le network processor, lui, va jouer le rôle de routage. C'est lui qui fait les VLAN, c'est lui. Alors, donc, quand le portier reçoit le paquet, la première des choses, c'est le NP. Le NP qui va chercher ou router. Maintenant, après on parle de l'optimisation matérielle et tout le reste. Maintenant, après, il va laisser la main au content processor qui va donc analyser le trafic. Là encore, est-ce qu'on est en mode flux ou on est en mode proxy? Ça va aller dans l'inspection en profondeur ou juste une inspection déjà où on suppose la sécurité. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais en gros, la sécurité est assurée. La sécurité est assurée malgré que le routage est fait grâce à SD-WAN. Donc SD-WAN, c'est le routage intelligent, le choix dynamique du chemin. Si une interface tombe, l'autre interface va prendre le lead directement sans qu'on ait à faire des conflits compliqués. Ah, d'accord, je vois, d'accord. Merci beaucoup. Pas de quoi. Oui, oui, alors, bonsoir. Merci à vous, M. Mbella, pour votre question. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui. Oui, Bonsoir, monsieur. Oui, c'est Faoubé, Guinée-Conakry. Voilà, on a suivi avec attention votre présentation. Nous vous en remercions. Je vois que nous ici, parce que voilà, vous n'êtes pas représentés. Alors, ma question est la suivante. Alors, nous n'avons qu'un seul fournisseur d'accès Internet qui nous fournit la connexion par FH et que l'autre, le lien redondant est par... non, le lien principal est par fibre, l'autre est par FH. Alors, je veux savoir si est-ce que c'est possible dans le routage de fixer les deux au cas où l'un tombe et que l'autre prend automatiquement le relais avec le serveur. Voilà, merci, Kofi. C'est exactement la démo que je viens de faire. Ça veut dire que vous utilisez les deux. Mais là, quand vous avez souscrit aux deux liens, on vous a défini une certaine bande passante. Ça fait que vous allez utiliser le lien qui a la meilleure bande passante et qui est trop cher. Excusez-moi, nous n'avons pas deux liens. Nous avons un seul lien, le même fournisseur. Non, oui, les deux liens, oui, allez-y, c'est ça, allez-y. Voilà. Alors, vous allez, le secret, c'est quoi? Pour faire des économies, vous allez choisir le lien le plus cher pour être utilisé juste pour le trafic critique, donc le trafic très important, ce n'est pas pour aller jouer. Maintenant, le lien qui a un prix abordable, vous l'utilisez pour aller sur Internet, pour s'amuser et tout le reste. Donc, vous ne pouvez pas le refuser. Et maintenant, tout ce qu'on vient de faire, c'est vous définissez les deux liens en tant que membre d'une seule zone, mais vous choisissez la préférence en fonction du trafic, en fonction de l'application détectée, comme je viens de faire. Ça veut dire, si vous avez un IP qui est distant, ou bien vous avez un partenaire avec qui vous échangez, ou alors un siège ou une succursale, vous avez des échanges qui sont critiques, vous allez utiliser le lien le plus sécurisé. Alors, ce que j'ai dit dans la suite, c'est que au-dessus du lien que vous donne le FAI, vous pouvez mettre la sécurité en adoptant des VPN site-to-site. Vous pouvez le faire. Vous mettez en place le lien au-dessus de lui. Un VPN site-to-site, ça permet la sécurité. Ça ne change pas le coût du lien. Tout ce que ça ajoute, c'est la couche de sécurité. Et maintenant, pour que la consommation, pour faire des économies, je me répète un peu, il faut utiliser le lien cher seulement quand il y a un trafic critique. Donc, la question, c'est oui, vous pouvez bien utiliser les deux sans souci. Merci. D'accord, merci à vous. Alors, il y a une question dans le chat, Kamel. Oui, bien sûr, il y a des questions dans le chat. Exactement. Donc, on a une première question de M. Assassa. Donc, il aimerait savoir, est-ce que FortiGate, vu que FortiGate est un tout, est-ce qu'il ne constitue pas un single point of failure? Parce que ces derniers temps, on entend trop parler de failles de sécurité sur FortiGate. Alors,
Merci, monsieur Assassa. Déjà, c'est un grand bravo pour FortiGate parce qu'il est clairvoyant, il est honnête, parce qu'il révèle les failles. C'est un intérêt commun. Beaucoup de plateformes comme CVE maintiennent beaucoup d'organisations maintiennent des plateformes où on va aller chaque fois regarder ces failles-là. Si FortiGate ne publiait pas ces failles, on serait foudroyé avant d'être au courant. Donc, on va dire merci à FortiGate déjà. Alors, FortiGate n'est pas un single point of failure. Si on le met en failover avec un deuxième équipement, ça veut dire on met un deuxième Forti du même châssis en failover, on va garder l'un en master, l'autre en slave. Ils vont entretenir un lien failover. On aura brisé le single point of failure en le faisant. J'espère que je réponds à la question de M. Assassa. Est-ce que ça répond à votre question, M. Assassa? OK, ça marche. Merci beaucoup pour votre question. On a également une autre question de M. Massa. Dans le cadre d'une architecture Hub and Spokes, comment le SD-WAN fait-il pour gérer le flux simultané de trafic provenant des Spokes vers le Hub? Alors, voilà. Le trafic Hub and Spoke, pour gérer le trafic provenant des hubs, des spokes vers le hub, autant pour moi, FortiGate va utiliser de la DVPN. En réalité, si c'est le trafic destiné qui vient des spokes destiné au hub, et le trafic ne va pas entrer forcément par la même interface. Il y a deux technologies qui sont mises en place. Il y a le FEC qui va permettre le Forward Error Correction. S'il y a une erreur sur le trafic, on va activer le FEC généralement pour que le trafic soit reconstitué et que le paquet soit renvoyé. Ça, c'est une technologie qui est mise en place. Maintenant, si c'est un trafic qui part d'un spoke ou un autre spoke, on va activer les shortcuts, les raccourcis au niveau du hub et au niveau des spokes. Donc, on va placer le hub en tant que receiver et forwarder pour pouvoir recevoir le trafic et l'acheminer vers les autres spokes. Ou alors, il fait juste, et quand il a fait ça la première fois, ça crée un raccourci qui fait en sorte que le trafic ne passe plus par le hub quand il est destiné d'un spoke à un autre spoke. Donc, dans les deux cas, je me répète, et pour corriger, parce qu'il y a vraiment le flux, il y a des fois des collisions, on va activer la technologie FEC, le Forward Error Correction, et si c'est le trafic destiné d'un spoke à un autre spoke, on va créer des raccourcis, des shortcuts. Est-ce que ça répond à votre question, monsieur? Monsieur Massa, vous avez bien entendu? Oui, super. On a une dernière question dans le chat. Comment est-ce qu'on configure un VXLAN? Non, c'est pas bien compris. D'accord, comment on configure le VXLAN? Bah, c'est pas bien compliqué, non? Peut-être qu'on va faire une démo. Je ne sais pas de quelle structure elle est. Le VXLAN, d'abord, c'est quoi? C'est juste étendre le LAN. C'est-à-dire, on a un site ici, on a une agence à Bonabéry, on a une agence à Aqua. On veut utiliser les mêmes VLAN à Bonabéry comme à Aqua. On fait juste une config. On indique le lien comme si c'était un lien un lien de couche 2 qui était entre deux équipements. Donc, comment on fait le lien? Comment on fait les VLAN si on a deux switches? Si on a cette idée-là, on va juste voir un peu plus gros. Au lieu de deux switches, on a plutôt deux sites. Je ne sais pas si Madame Koro essaie de visualiser un peu. Quand on a deux switches, on a un lien entre les deux, n'est-ce pas? Quand on a le lien entre les deux, les switches vont se balader. On va mettre en place un VTP serveur sur un des switches. On va mettre les autres switches seront en mode soit transparent, soit client pour recevoir les switches qui viennent d'ailleurs. Bon, imaginez donc entre deux sites, on fait un lien de couche 2. Si on a un lien de couche 2, vous comprenez bien que c'est pareil. L'équipement qui intercale les deux liens, l'un sera en client, l'autre en serveur, et il va diffuser les VLAN. C'est pas bien compliqué le VXLAN.
Merci beaucoup, Là, Joël. Est-ce que Madame Ko, vous visualisez? Oui, oui. Est-ce que la réponse qui vous a été apportée vous satisfait, Madame Ko? Alors, on a une nouvelle question dans le chat de Monsieur Mohamed Maïmouna. Nous sommes un tiers 2 en multi-roaming avec des tiers 1. Nous fournissons l'Internet aux ISP locaux. On utilise des équipements Cisco ACR 9006. On fait du BGP. Est-il important pour nous de faire du SD-WAN et quelle est l'utilité? Alors, il est très, 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 très important de faire du SD-WAN. Pourquoi? Parce qu'il faut vous rassurer que vos services vont rester disponibles. Aujourd'hui, on parle de la disponibilité pour les connexions intersites. Alors, est-ce que vos services sont toujours disponibles? Si vos services sont toujours disponibles, donc si vos services sont des fois indisponibles, quel est le problème? Est-ce que c'est un problème lié à la latence d'un des liens? Est-ce que des fois, l'un des liens peut avoir des coupures? Est-ce que des fois, l'un des liens peut avoir des pertes de paquets? Dans ce cas-là, on va unifier les liens. Au lieu de faire de l'administration, aujourd'hui, on est dans l'orchestration, hein. Donc, au lieu d'administrer ça de façon manuelle, vous pouvez le faire de façon intelligente. Encore que vous avez du BGP derrière qui va vous annoncer les autres systèmes autonomes de façon dynamique. Ici, vous êtes obligé d'utiliser les deux BGP, le BGP interne et le BGP externe. Et donc, le SD-WAN va juste venir s'assurer qu'à tout moment, le lien utilisé offre la meilleure performance. Donc, vous avez vraiment besoin du BGP, du SD-WAN. Allô? Monsieur Camara, est-ce que ça... Oui. Allô? Allô? Oui, oui. Oui, allô? Oui, on vous entend, vous pouvez parler. Voilà, voilà. Merci beaucoup. J'ai bien. Désolé, j'étais venu un peu en retard là, de 10 minutes. J'étais occupé là. Donc, je n'ai pas suivi le début, quoi. Donc, merci beaucoup pour cette organisation. Donc, au fait, comme je vous ai expliqué, aujourd'hui, nous, on ne fait pas de SD-WAN. Donc, nous avons des connexions avec des fournisseurs Tier 1 et on fait du BGP. Donc, avec, comment on appelle ça? De l'IBGP pour pouvoir faire de load balancing. Donc aujourd'hui, il y a des questions de latence qui se posent sur certaines liaisons. Donc on est obligé de les mettre en backup. OK? Donc comme vous le savez, les attributs de BGP, c'est difficile de jouer sur la latence. Est-ce qu'avec du SD-WAN, on a cette possibilité-là? C'est-à-dire de préférer des liaisons avec de meilleures latences. Exactement, c'est exactement ce que fait le SD-WAN. Ça veut dire que vous mettez toutes les liaisons dans une zone. Maintenant, vous dites, à tout moment, je ne veux pas savoir quelle liaison sera utilisée. Je veux utiliser la liaison qui m'offre les meilleures performances. C'est tout. Vous définissez les critères de performance, vous intégrez les 3 liens. Et maintenant, au lieu de choisir le premier lien configuré, parce qu'il y a les ordres de préférence, on peut définir sur le premier configuré, le premier choisi, ou alors on peut définir plutôt celui qui a les meilleurs critères de performance, soit la meilleure perte de paquet, c'est-à-dire la perte de paquet la plus basse, soit la meilleure geek, soit alors la meilleure latence. C'est celui-là que vous allez choisir. Donc, vous ne vous embarrassez pas à aller le faire manuellement. Vous définissez tous vos liens dans une zone. Vous définissez les critères de surveillance de l'état de santé et vous attendez. Il va choisir à chaque fois le meilleur lien et je vous assure que vous allez dormir tranquille. Merci beaucoup. Merci à vous. Allô? Merci à vous, M. Camara. Oui, allô? Je voulais savoir, bon, n'hésitez pas à me dire si mes questions ne font pas de sens, parce que moi d'abord de base je suis développeur, donc je veux comprendre. Ma question est de savoir si c'est que par exemple les MTU des liens sous-jacents sont hétérogènes. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire si par exemple les MTU des différents FAI sont carrément différents.
Qu'est-ce qu'on peut faire? J'aimerais savoir s'il y a une solution qu'on peut apporter par rapport à ça. Alors, c'est parce que tu vas chercher un critère qui ne va pas beaucoup t'aider. Tu ne testes pas la performance de ton lien sur le MTU, non? Tu testes sa performance, on vient de le dire, sur certains critères que tu auras définis. Tu peux les définir, tu peux faire des tests, on a dit, de façon active. Ça veut dire tu envoies des pings vers un serveur distant. Le serveur distant, on a choisi aujourd'hui le DNS de Google ou Google lui-même, mais tu peux plutôt définir une application dans ton ERP distant ou bien une application dans ton cloud distant. Donc, et tu dois juste être sûr que le serveur distant que tu choisis est toujours disponible. Parce que des fois, qu'est-ce qui peut biaiser l'analyse? C'est que tu as choisi un serveur distant qui, à un moment, n'est pas disponible et tu as l'impression que c'est un problème lié à ta config. Pourtant, c'est le serveur distant le problème. C'est tout. Ne cherche pas à évaluer le MTU, non? Et ton problème, c'est la qualité du lien. Son lien si tu en as trois, quel est le meilleur lien? Comme ça varie, pour ne pas avoir à trop réfléchir, tu confies ça à SD1. Tu lui dis, à chaque fois, teste-moi ces trois liens et utilise le meilleur. Ah, c'est possible. Oh, ok, je vois. D'accord, merci beaucoup. Pas de quoi. Merci pour votre question. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Une préoccupation? On a une préoccupation de Madame Massa. Le SD-WAN offre-t-il uniquement comme lien overlay le IPsec comme protocole VPN? Sinon, peut-il utiliser également le protocole OpenVPN? Alors, bon là, jusqu'ici, on parle de secure. Donc, quand on est dans du open, tout le monde se méfie un peu. FortiGate s'est concentré sur du secure SD-WAN. Donc, il faut toujours s'assurer que tout ça est sécurisé. Le tunnel, déjà, parce que quand on parle quel est l'avantage du IPsec? C'est parce que l'IPsec a deux phases. La première phase va sécuriser le tunnel. Donc, c'est comme si c'est le chef d'État qui veut passer. On met d'abord la ligne, d'abord la GP un peu partout. Ensuite, il sécurise la communication entre les deux parties. Donc, c'est vraiment une double sécurité. Quand c'est OpenVPN, on ne sait pas assurer la sécurité. Donc, aujourd'hui, quand FortiGate fait de son VPN, jusqu'ici, il considère les équipements FortiGate et les équipements Cisco. Donc, c'est OpenVPN. Avant de venir ici, ça ne passait pas encore. Peut-être qu'à un moment, les gars vont voir comment pouvoir l'intégrer. Mais jusqu'ici, quand c'est open, on a toujours peur, puisqu'il n'y a personne qui se porte garant de ça. Est-ce que ça vous aide, Madame Massa, cette réponse? Super. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, une préoccupation dans le chat ou... Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une question sur la fiabilité du SD-WAN parce que des fois, il nous arrive, et on a déjà eu à implémenter ça, des fois, il nous arrive qu'il y a des indicateurs qui donnent on va dire, des faux résultats au SD-WAN qui lui obligent à prioriser une connexion par rapport à une autre. Je prends par exemple l'exemple de Starlink. Si on essaye de faire des tests sur en ce qui concerne le temps de latence, vous allez voir que le temps de latence, par exemple, de Starlink sont nettement plus petits que le temps de latence d'un autre fournisseur d'accès Internet. Mais parfois, il peut arriver qu'il ait une bonne latence, mais que sa connexion Internet n'est pas meilleure que l'autre fournisseur d'accès Internet. Ou bien parfois, on peut faire des tests de continuité peut-être sur un paquet. Tu vois, on peut constater qu'il y a des pertes de paquets beaucoup plus sur une liaison que sur une autre. Mais le SD-WAN va prioriser pas toujours la bonne connexion. Donc, en fait, moi, ma question est de savoir quelle est la fiabilité, qu'est-ce qui nous garantit qu'à chaque fois, le SD-WAN sera capable de nous donner véritablement la liaison qui mérite d'être là. Mais aussi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est de manière instantanée, c'est-à-dire que
actuellement, je peux être en train de trafiquer, comme nous sommes là actuellement sur Teams, je peux être en train de trafiquer et de manière transparente, il fait ces basculements-là. Ça peut être, je sais pas, peut-être toutes les 2 minutes ou bien toutes les secondes. Est-ce que c'est de manière instantanée, de manière transparente en arrière-plan? Donc, ce sont mes deux questions que je voulais savoir. Merci. D'accord. D'accord, monsieur. C'est monsieur Mbela? Non, monsieur. C'est Non, monsieur. c'est monsieur Dilangue. Dilangue. Oui, Ok, oui. désolé, monsieur Dilangue. Alors, la première question, c'est, j'ai peut-être, j'ai omis de le dire, le SD-WAN, c'est une arme très, très dangereuse. Si vous configurez mal le SD-WAN, ça devient un vrai problème. Il faut toujours connaître l'ordre de préférence des routes. Et de deux, il faut connaître, parce qu'il faut savoir, la route préférée, c'est la route statique ou dynamique. Donc, la route faite normalement, la route, je vais dire normale, c'est la route préférée. Est-ce que vous avez configuré cette route-là en tenant compte des SD-WAN? Ça, il faut déjà le savoir. Après, tu as le critère, tu as les policy routes. Les policy routes te permettent, parce que la différence, c'est quoi? Quand on fait une route normale, on fait un routage en fonction de la destination et de l'interface de sortie. Maintenant, quand tu fais une policy route, ça te permet d'ajouter d'autres paramètres, l'interface d'entrée, les utilisateurs, tout le reste. Ça, c'est le deuxième critère qui sera checké avant de venir voir si vous avez aussi configuré, voilà, avant de venir voir vos règles de pare-feu. Ça, il faut déjà le noter. Route normale, ou que ce soit statique ou dynamique, policy route, et maintenant les routes SD-WAN. Il faut faire très attention dans l'ordre. La deuxième chose, c'est que le pare-feu va regarder les policies, les règles, les politiques de sécurité top-down, de la première à la deuxième. Il faut bien vous méfier à quel niveau se trouvent les règles de sécurité qui sont liées au SD-WAN. Et il y a aussi autre chose, c'est que quand on a parlé de basculement granulaire, vous n'êtes pas obligé de mettre, vous pouvez, quand vous voulez faire du granulaire, vous pouvez créer une zone SD-WAN qui a un seul membre parce que vous voulez appliquer un contrôle particulier sur ce membre-là. Vous savez que tout à l'heure, on a fait ça. Quand vous avez déjà une règle de sécurité sur un membre, vous ne pouvez plus l'ajouter à une zone SD-WAN. Mais pour contrôler ça, qu'est-ce que vous faites? Vous créez une zone spécialement pour le membre que vous voulez, sur lequel vous voulez appliquer des contrôles assez particuliers. Si vous le mélangez, il ne va pas bien se comporter. Donc, vous créez une zone pour lui, vous appliquez vos règles, vous créez une zone pour les autres, ainsi de suite. C'est à ce niveau que se trouve l'aspect granulaire des configs et des basculements des SD-WAN. La deuxième question sur le timing du basculement, c'est si on vous remonte l'interface, il y a des timers qu'il faut définir. Il y a des timers qu'il faut. Il observe, il envoie combien de balises. Par défaut, c'est 5. Il faut qu'il envoie 5 pings. S'il doit tester avec un serveur distant, il faut qu'il envoie 5 pings avant de considérer le membre comme mort. Maintenant, quand le membre est mort, il va basculer vers le membre préféré suivant. Et quand le membre préféré revient, il attend encore de recevoir 5 réponses de celui-là. Ça peut prendre un certain temps en fonction des timers. Ça aussi, il faut aller regarder de près. Quel est le niveau de criticité? Quel est le niveau de, j'allais dire quoi, la demande? Quelle est la demande pour le service? Et bien régler nos timers. J'espère avoir répondu à la question, aux deux questions de M. Mbomé. OK, merci bien pour ces éclaircissements. Pas de quoi. Merci à vous pour votre question. Est-ce que quelqu'un d'autre a une préoccupation encore dans le chat? OK. Peut-on configurer SD-WAN pour basculer les liens en fonction du flux de trafic? En fonction du flux de trafic. Alors, qu'est-ce qu'on met dans flux de trafic? Qu'est-ce que Mme Massa met dans flux de trafic? Allô? Madame Massa, je n'ai pas bien compris la partie flux de trafic. Vous parlez des sessions? Attendez. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Ah, c'est monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Oui,
Ma question, c'était de savoir comment est-ce que le SD-WAN peut basculer les liens en fonction de la quantité des données. Bah oui. Supposons que nous avons un serveur, ou alors peut-être dans une architecture en Spock, et il y a des utilisateurs qui sont au niveau des... Maintenant, je n'ai pas entendu. Hein. On ne vous entend pas très bien, M. Massa. OK. Si par exemple, nous avons 2 utilisateurs sur un site et que ces utilisateurs veulent accéder par exemple à un serveur qui est situé au niveau du hub ou bien d'un data center, OK? Et que par exemple, l'utilisateur 1 envoie une requête de, je ne sais pas, une quantité de paquets, une requête même de 50 paquets et l'utilisateur 2 envoie 100 paquets. Est-ce que le SD-WAN peut gérer de telle sorte que le nombre de paquets, si par exemple l'utilisateur il a 50 paquets, il bascule sur tel lien et l'utilisateur qui a 100 paquets, il peut basculer sur le deuxième lien? Bien sûr. Alors, ça se gère, vous savez, on a dit tout à l'heure que le SD-WAN utilisait les politiques de sécurité, non? Ça veut dire, quand tu veux faire ça, dans certaines règles de politique de sécurité, tu vas utiliser ce que Fortier appelle le traffic shaping. Donc, le traffic shaping va définir la quantité de données en minimum et maximum qui va traverser le lien. Et il suffit d'associer cette quantité-là sur une règle SD-WAN et définir la préférence. Donc, lui dire que voici une règle de traffic shaping. Si le trafic obéit à cette règle-là ou pas, voilà ce que tu vas faire. Donc, il suffit d'aller configurer d'abord le traffic shaping. Je ne sais pas quel est l'écran que vous voyez ici. Donc, il faut d'abord venir ici pour définir le traffic shaping ici, n'est-ce pas? OK. On va dire, oui. Voilà, on va dire les sous-interfaces et puis on va dire comment il faut faire, non? Donc, c'est ça. Oui. Quelles sont les bandes? On va attribuer les bandes passantes, on va mettre des indicateurs de bandes passantes et puis on va appeler ça dans la règle de sécurité qui va s'appliquer à la zone SD-WAN. C'est simplement ça. D'accord. OK. Bon, tout à l'heure, lorsque vous étiez sur l'interface SD-WAN Rules, et il y a eu une règle par défaut, et en bas, on a juste mis IP address. J'aimerais savoir à quoi c'est cette règle-là. À quoi renvoie cette règle? C'est ce qu'on appelle le cul noir. Ça veut dire que c'est le deny, c'est le refus implicite pour dire que si aucun trafic ne match, rien ne passe. C'est pour protéger le trafic parce que quand tu viens avec ton pare-feu, comme il fait de la sécurité, il fait d'abord du zéro cross. Il te dit, si tu ne m'indiques pas une route de confiance, personne ne passe. D'accord. OK. Merci beaucoup. Merci pour votre question, M. Massa. Merci. Pas de quoi. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des préoccupations encore dans le chat sur le sujet? Ou est-ce qu'on pourrait s'arrêter là pour aujourd'hui, tant le sujet a été intéressant? Oui, j'avais une autre question. Oui. OK. Bon, aujourd'hui, si vous avez fait une démonstration uniquement sur l'accès à Internet, j'aimerais savoir est-ce qu'il y aura d'autres séances où vous allez présenter encore d'autres cas? Non, mais sauf si vous voulez une présentation particulière, mais on ne reviendra pas forcément sur le sujet. D'accord, OK. OK. Plus de questions. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci encore à tous pour votre participation super active à ce webinaire. Donc, cet après-midi, nous avons parlé de SD-WAN et de haute disponibilité. On a vu à travers la démo qui nous a été proposée comment est-ce qu'on pouvait fiabiliser les connexions de nos sites, les connexions distantes de nos sites.
Vous avez été nombreux à nous suivre, à poser des questions et surtout à montrer que la fiabilité de la connexion, des connexions multisites est un vrai enjeu stratégique dans nos entreprises aujourd'hui en Afrique. Donc, un grand merci encore à Joël pour son éclairage technique et ses conseils qu'il a prodigués tout au long de ce webinaire. Donc, si vous voulez aller plus loin, bien sûr, l'enregistrement sera disponible. Nous vous l'enverrons par mail. Donc, je disais, si vous voulez aller beaucoup plus loin, échanger sur votre infrastructure actuelle ou obtenir un accompagnement personnalisé, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Donc, info@st.digital. Nos équipes sont là pour vous accompagner et surtout restez connectés. Notre webinaire, bien évidemment, arrive sur d'autres thématiques pour continuer à vous inspirer dans votre transformation numérique. À très bientôt et très, très bon week-end à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée, bon week-end. Bon week-end.